à l'effigie d'Étienne Tshisekedi. Le militaire des FARDC en faction, d'ailleurs on se demande que font des militaires des FARDC devant une morgue d'hôpital. Ça n'a pas de sens. Ben, ce militaire en faction lui a dit, vous les gens de Tshisekedi, on en a marré avant de tirer. C'est ce qu'il a dit avant de tirer. Donc c'est vous dire que on est dans un pays où l'insécurité règne à fond, où l'État ne se soucie vraiment pas de ses administrés. Je vous ai parlé du meeting. Hein, on arrête le fonctionnement de l'État parce qu'il faut aller faire le clown, passez-moi l'expression, dans un stade. C'est vraiment un pouvoir d'incurie. C'est un pouvoir qui ne respecte rien, qui ne considère rien. Sauf évidemment ses propres poches et ses propres comptes. Le même pouvoir qui vous a permis d'organiser votre meeting sans souci. Mais le meeting, c'est un droit qui figure dans la Constitution. Il pouvait vous le refuser également. Je vous ai dit, non, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas parce que on le fait de manière démocratique et de manière constitutionnelle. C'est dans nos droits. C'était très difficile. Et je le dis pourquoi. Il faut dire aussi que, bon, la conjoncture fait que ce pouvoir aura de plus en plus de mal à barrer la route aux initiatives qui viennent des citoyens, parce que tout simplement, ils sont de plus en plus contraints à respecter cette constitution et cette démocratie pour laquelle nous nous étions battus pendant qu'ils étaient ailleurs, et qu'ils sont obligés maintenant de prendre en compte. C'est un combat de tous les jours, la démocratie. Vous savez, même dans les nations dites développées, il y a encore toujours ces débats autour de l'amélioration des conditions de vie, etc., et de la démocratie. Ici, nous nous battons pour survivre, pour avoir nos droits, mais ça se fait dans la douleur, dans la difficulté. Je vous ai parlé du jeune homme hier qui a perdu la vie, mais ça avancera. Ça avancera, nous avons foi parce que nous avons l'expérience dans le combat pour arracher, obtenir nos droits, nos libertés. Alors, vous parlez de droits, vous parlez de liberté. On va clore ce chapitre lié au meeting et tout avec cette question. Moi, j'ai fait un constat en tant que journaliste que depuis un moment, il y a certains coins considérés dans le temps comme étant le bastion de l'opposition, notamment la Tchangou, Kanlouka et j'en passe. Il y a un certain moment, on ne supportait pas de voir quelqu'un porter un t-shirt lié à quelqu'un qui soit de la majorité au pouvoir, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, contradictoire avec vos propos. Bon, moi je ne m'amuse pas à aller faire ces constats ou ces sondages. Je suis arrivé à Bruxelles la semaine passée, et lorsque le président est venu le lendemain de mon arrivée, nous sommes allés le prendre à l'aéroport, et de l'aéroport jusqu'à Limité, nous n'avons fait qu'entendre des plaintes. Des plaintes nous demandant de les libérer, de les sauver de ces conditions catastrophiques dans lesquelles ils vivent, de cette misère qui les frappe. Donc à aucun moment j'ai vu ou entendu ou perçu de la sympathie pour ceux qui sont au pouvoir. Alors, moi je vais quand même poser une question, qui me vient souvent à l'esprit. Étienne Tshisekedi en 2011 a prétendu avoir prêté serment comme Joseph Kabila comme étant président de la République. Alors, si jamais on doit avoir des élections au mois de novembre ou avoir un autre président en décembre 2016, c'est sûr que ce ne sera ni Étienne Tshisekedi ni Joseph Kabila. Pourquoi? Pour avoir prêté serment. Oui, mais il a prêté serment par respect pour les voix que le peuple avait mis sur son nom. Donc, par respect pour cette victoire qui nous a été volée. Il fallait quand même prêter serment pour montrer que le candidat qui avait été choisi par le peuple reconnaît, accepte la confiance du peuple. Est-ce que c'était opportun? De quoi? De le faire. Mais oui, c'était opportun. Vous avez vu qu'on l'a fait et ça a eu quel impact aujourd'hui sur la vie du Congolais en général? Non, mais pas sur la vie du Congolais, parce que je vous dis que le pouvoir malfaisant qui est là
avait volé cette victoire et pour garder sa main mise sur le pays. Et à partir de là, évidemment, nous sommes enfoncés dans la crise, laquelle crise d'ailleurs a été perçue par la communauté internationale qui a lancé en 2013 l'idée du dialogue. Donc vous voyez que dire que ça n'a servi à rien, c'est faux. Il fallait faire ça. Il fallait montrer d'abord au peuple qu'on respectait le choix qu'il avait porté sur le président Étienne Tshisekedi et à la communauté internationale qu'il y avait une crise post-électorale qu'il fallait absolument régler. Vous avez vu, la communauté internationale a eu raison de le faire. Aujourd'hui, on parle dialogue parce que... Et ensuite, nous avons demandé ou exigé la libération inconditionnelle de tous les prisonniers politiques. Et nous les connaissons, nous avons une liste que nous avons remis à qui de droit, parce que nous pensons que pour qu'il y ait un dialogue dans ce pays, un dialogue qui va accoucher de réconciliation nationale, de processus électoral, d'élection et d'alternance, il faut que des conditions soient réunies. Donc, c'est-à-dire, nous devons le faire dans une ambiance de fraternité. Il faut que ceux qui ont été injustement mis derrière les barreaux soient libérés. Ça, ce serait un signe qui nous montrerait que le pouvoir en face veut vraiment la détente, veut vraiment que les choses aillent. Violeur d'enfants, vous voulez le remettre sur la place publique. Vous savez très bien, madame. On a l'impression que dans l'opposition, on confond un prisonnier politique et un politique prisonnier. Soyons sérieux, soyons sérieux. Aucune enquête digne de ce nom n'a été faite pour prouver la culpabilité de M. Diomi. Et toutes les preuves contraires aux accusations qu'il possède démontrent mais vraiment de manière formelle que ce monsieur a été injustement retenu. Et comme par hasard, c'est au moment où il crée la MPP, majorité populaire présidentielle, ce mouvement qui était destiné à soutenir Étienne Tshisekedi dans sa quête de la recherche de sa victoire qu'on lui avait volée. Donc vous voyez que tout ça était des arguties politiques, des artifices juridiques qu'on a utilisés pour nuire à un opposant, et ça n'a rien à voir avec des crimes de droit commun. Soyons sérieux. On est prêt à refaire ce procès de manière équitable si on le veut. Et vous allez voir d'ailleurs, parce que depuis lors, on a appris que ce père, le fameux père de ses filles n'étaient même pas des sœurs, d'une part, et d'autre part, le père n'était même pas leur vrai géniteur. C'est un montage, un vil montage qui a été fait, et c'est injuste. On ne peut pas retenir quelqu'un derrière les barreaux sous le fallacieux prétexte qu'il a violé des gens. Pour remettre le problème sur la place publique, qu'est-ce que vous avez fait, vous, de l'opposition? Mais vous entendez bien que je vous dis ici que nous exigeons sa libération, parce que ce procès, cette condamnation est injuste. Nous pensons que c'est suffisant. Si ce pouvoir veut vraiment aller au dialogue, il doit accéder à cette demande. On ne discute pas. Et je crois que vous avez dû entendre parler à un moment donné de deux rencontres qui ont eu lieu à Venise en Italie et à Ibiza en Espagne entre les émissaires de M. Kabila et ceux de l'UDPS. Et la rencontre, c'était un échec, cette rencontre. Non, ça avait très bien avancé jusqu'à un moment où, quand ils ont proposé le partage du pouvoir, ça s'est bloqué. Mais déjà, à cette hauteur-là, à ce niveau-là, nous avions déjà parlé de la libération des prisonniers politiques. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous apportons aujourd'hui pour essayer de bloquer les choses. Donc, ils savent, depuis l'année passée, depuis plus d'un an maintenant, parce que je crois que ces rencontres ont eu lieu en été dernier, ils savent, ils connaissent la position de l'UDPS à ce sujet, et aujourd'hui, du rassemblement. Donc, qui ne veut pas d'Edem Kodjo, pourquoi? Le cas d'Edem Kodjo, c'est triste à dire, malgré tout le respect qu'on a pour ce grand homme de l'Afrique. Il y a à boire et à manger là-dedans, hein, donc je vais essayer de le dire de manière succincte. Déjà, sa désignation nous avait été imposée. Je vous ai parlé ici des discussions que nous avions eues à Venise et à Ibiza. Nous nous étions convenus avec les émissaires de M. Kabila
de choisir conjointement le facilitateur. Mais vous voyez, il nous a été imposé, on n'en a pas fait un problème, on l'a accepté. Ensuite, si vous voyez l'ordonnance, ou je ne sais pas, le communiqué, le nommant, la première fois, si vous vous souvenez, il était question qu'ils viennent mettre toutes les parties congolaises autour d'une table afin d'aller au dialogue, je cite, au dialogue initié par Joseph Kabila. Ça n'avait rien à voir avec notre entendement du dialogue. Nous le lui avons fait savoir, il est retourné à Addis Abeba, il est revenu au moment à peu près où il y avait la résolution 2277. Et là, nous avons eu maille à partir avec lui parce que nous essayons de le convaincre de travailler sous l'égide de cette résolution. Il y a eu quelques petits frottements, mais bon, ça a fini par se faire. Ensuite, nous avons eu le fameux débat sur la bipolarisation. Donc le dialogue doit se faire en bipolarité, c'est-à-dire le camp Kabila, le camp représenté par Étienne Tshisekedi. Ça aussi, ça a créé beaucoup de problèmes, mais finalement, il a fini par accepter que la liste de l'opposition émane d'Étienne Tshisekedi. Un problème encore pour les autres. Oui, mais attention, quand on disait de l'UDPS, c'est pas que tous les membres, toutes les personnes sur la liste allaient de l'UDPS. Mais nous allions nous porter garant de la représentativité qu'allait faire, de la représentativité de la liste de l'opposition. Bon, maintenant que la machine est lancée, ensuite, attendez, ensuite nous avons eu d'autres contacts toujours avec les personnalités qui font partie du groupe de soutien à la facilitation. Et nous nous sommes convenus de certaines choses, notamment d'une grande réunion après le meeting du 31 août, du 31 juillet. On s'est dit, ben, puisque les choses vont... Donc nous avons rencontré ce groupe, il y avait M. Chergui, M. Djinit et M. Vervaag à Bruxelles. Nous nous sommes dit, nous allons nous revoir après le 31. D'ici là, nous espérons que nous aurions obtenu les préalables auxquels je faisais allusion tout à l'heure. Et à notre grand étonnement, avant même que le meeting ne se tienne, nous entendons parler d'une convocation quelconque, unilatérale d'ailleurs, hein, de la commission préparatoire du dialogue, etc. C'était vraiment une cacophonie qui nous a fait croire que M. Kodjo n'était pas vraiment le facilitateur tel qu'on voulait qu'il soit au milieu du village. Et rappelez-vous, je fais très vite un crochet par là avant de terminer, nous l'avons vu très bien placé dans la tribune à Kindu au moment du défilé. Je crois que ce sont des actes très maladroits qui portent ombrage sur... il s'est identifié à la République démocratique du Congo non, je crois qu'en tant que facilitateur, il n'aurait pas dû se retrouver là, parce que depuis lors, beaucoup de choses, d'ailleurs on l'avait fait savoir... mais maintenant comment on fait pour arrêter la machine, parce qu'il a déjà commencé à travailler. Mais comment faire? Nous nous sommes tournés vers l'Union africaine et nous avons demandé un autre facilitateur. Comment faire? Vous avez la réponse, il faut désigner un autre facilitateur. Comment prévoyez-vous la date du 19 décembre 2016? De deux manières, hein. Soit ça se passe pacifiquement parce que M. Joseph Kabila respecte la Constitution et accepte de partir, soit ça se passe dans le sang parce que la population... Dans le sang comme en 2006. Vous êtes prêt à assumer cela? Parce que la population n'acceptera pas que M. Kabila reste un jour de plus à la tête du Congo. Vous remettez en cause en fait l'arrêt de la Cour constitutionnelle par rapport à la date du 19 décembre. La Cour constitutionnelle est très peu crédible et rassure très peu. Vous voyez, vous, des gens qui ont été nommés par Joseph Kabila de bout en bout, dire ou sortir un arrêt contre ses intérêts? Moi, non. Mais est-ce que le vide au sommet de l'État est constitutionnel? Mais le vide, il est créé ici. Attention, vous êtes en train de parler, c'est ça que je ne comprends pas. Vous êtes en train de parler comme si ce sont des circonstances imprévues ou des calamités naturelles qui ont empêché le bon déroulement des choses. Ici, on a des individus qui continuent de rêver ou de penser à demeurer à la tête du pays. Et donc, à cause de ça, nous n'allons pas
accepter de donner un jour de plus à Joseph Kabila à la tête du pays. Vous êtes prêt à sacrifier le peuple congolais pour ça? Mais c'est le peuple qui demande, madame. C'est pas nous. Mais quand parce nous que vous disons, avez parlé de sang, nous nous faisons les porte-voix de ces gens. Je vous ai dit que nous avons traversé la moitié de la ville où il y avait un monde amassé par centaines de milliers au bord des routes, par millions, je dirais. Mais même, vous avez parlé, qui n'ont fait que réclamer cela. De la Cour constitutionnelle des individus, mais les lois, est-ce qu'il y a plus fort que les lois? Mais les lois sont bafouées par ceux-là même qui sont normalement habilités à les faire respecter. Pourquoi vous nous faites-vous la leçon du respect des lois qu'on ne bafoue même pas ici? Au contraire, nous demandons ça. La Constitution, c'est la loi fondamentale. Qu'est-ce qu'elle dit, la Constitution? Pas plus de 2 mandats à celui qui est président de la République. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On ne veut pas organiser des élections. Il y a eu 200 millions chaque année qui ont été levés pour la CENI. Et aujourd'hui, la CENI se retrouve sans fonds. Et vous voulez qu'on approuve ça? En autorisant, vous voulez qu'on approuve ça en autorisant le glissement? Mais non, ça ce serait envoyer un très mauvais signal à la démocratie. Pour que la démocratie soit effective dans ce pays, il faut commencer par la première des choses, le respect de la loi. Que tout le monde soit au-dessous de la loi. Personne ne veut d'effusion de sang ici. Parce que dans la population, dans les partis politiques de l'opposition, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de milices armées. Ceux qui détiennent les armes, ceux qui détiennent les armes, madame, ceux qui détiennent les armes, ceux qui détiennent les armes sont ceux-là même qui refusent que le jeu démocratique se fasse. Est-ce que vous ne jouez pas finalement le jeu de la majorité présidentielle? Qui est? C'est quoi ce jeu? C'est quoi ce jeu? De lui donner plus de 10 ans de transition au lieu d'accorder quelques semaines ou quelques mois de plus. Quelques mois à faire quoi? Mais le processus électoral n'a même pas encore commencé. Vous dites vous voulez quelques mois, mais moi je ne crois pas. Vous savez, quand maintenant nous pouvons parler, nous pouvons nous exprimer, nous avons un instrument, c'est la Constitution, nous pouvons nous appuyer à ça. Au-delà du 19 décembre, nous n'aurons plus d'instrument indicateur. Parce qu'à ce moment-là, la Constitution aura été bafouée, elle n'aurait plus son sens. On va se baser sur quel instrument juridique pour essayer de dire la loi? Ce ne sera plus possible. Voilà pourquoi nous exigeons le respect de la Constitution. Après cela, s'il n'y a pas élection, nous aviserons, mais sans Joseph Kabila. Alors, l'UDPS est prête pour l'alternance au pouvoir. Avec quel projet de société pour la population? Bon, c'est dommage que ça intervienne en fin d'émission. Mais l'UDPS est un parti social-démocrate, donc son projet de société est beaucoup basé sur, comme le dit le nom même du parti, sur le progrès social. Donc c'est-à-dire, on encouragerait, d'abord on renforcerait le rôle de l'État comme régulateur du marché. Nous allons renforcer notre présence dans la lutte contre la pauvreté, parce que nous savons que la pauvreté, c'est vraiment une des tares au développement. Mais le grand combat que nous allons devoir mener tous ensemble, c'est le changement des mentalités. Il faut commencer par ça. Il faut mettre les Congolais au travail, parce qu'il faut relancer l'outil de production dans ce pays. Et nous avons beaucoup de potentialités à ce sujet. Nous pouvons relancer l'outil de production et faire vivre les Congolais de leur propre produit, du produit de leur propre travail, j'allais dire. La dernière question reproche à l'UDPS d'être, ou aux membres de ce parti d'être des donneurs des leçons. Pourtant, il semble que presque tous n'ont jamais goûté au pouvoir. Vous savez, dire donneur de leçons, je trouve ça assez simplet comme un raisonnement. Quand on est dans l'opposition, forcément, on critique. On est là pour critiquer. Et dans notre cas, c'est-à-dire dans le cas de notre pays, dans le cas de notre pays, les critiques sont encore plus graves, plus importantes, parce que le pouvoir qui est là est un pouvoir qui a montré son incurie totale vis-à-vis des besoins de la population. Donc les critiques ne peuvent que s'accentuer, ce ne sont pas des leçons qu'on donne, mais ce sont des critiques. S'il y a un début de travail, nous applaudirons. Mais ici, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est dommage qu'on en parle comme ça en fin d'émission, mais d'ailleurs, je crois qu'une émission ne suffirait pas pour dire tout le mal
que ce régime a fait depuis des années dans ce pays. Ou tout le bien que l'UDPS est prête à faire pour la République. République. Oui, tout le bien que l'UDPS est prête à faire. Merci, M. Félix Tshisekedi, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, madame. Je l'ai dit en début de l'émission, vous êtes secrétaire national chargé des questions extérieures au sein de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, parti cher à Étienne Tshisekedi. Nous avons échangé sur un certain nombre de sujets, notamment le dialogue, les meetings qui ont été organisés par les deux camps, majorité au pouvoir et opposition, mais également vraiment un tout petit peu sur les élections. Merci à vous tous qui nous avez suivis. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro d'analyse. Entre-temps, portez-vous bien et que Dieu bénisse la République des pratiques du Congo, mon pays. Bonsoir. Analyse, basée essentiellement sur le traitement de l'information de fait d'actualité.